Nouvel épisode des aventures de l'histoire, du patrimoine, des personnalités de Ribérac avec Jean-Louis Montagu que l'on retrouve. Bonjour. Bonjour Monsieur Gadot et merci de m'accueillir encore une fois. Mais voilà, c'est pas fini. Cette histoire qui a plusieurs épisodes, évidemment. Absolument. Histoire de Ribérac, avec son patrimoine, ses personnalités. Et c'est justement une personnalité que vous allez aborder aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si on entend toujours la musique d'Arnaud Daniel. Absolument, fond sonore. Par-dessus, c'est notre figure de proue, d'ailleurs, dont à qui on consacrera son émission. Oui, bien sûr. Bon, mais pour cette fois, j'ai pensé qu'il était plus familier, plus proche de nous, parce que c'est de notre siècle ou du siècle dernier, de parler de Guy de Larigaudy. Allez. Bon. J'ai eu l'honneur de m'en occuper pendant des années, depuis bientôt 10 ans, à la suite d'une demande de ma mère qu'il avait connue. Donc ma mère qui était ribéracoise et qui faisait partie des âmes vaillantes et qui a dû connaître Larigaudy. Alors elle était un peu jeune, mais voilà, elle m'avait dit un jour tu devrais t'en occuper. Bon, et depuis qu'elle est décédée, j'ai accédé à son vœu. Alors, Larigaudy, c'est surtout quelqu'un de célèbre à travers le monde entier. Et je dédie d'ailleurs cette émission à monsieur Jean Peytaureau, qui nous a quittés, je crois, en 2016, il n'y a pas très longtemps, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et dont j'ai mis le témoignage, parce qu'il fait partie des 5 ou 6 témoins encore en vie, enfin à l'époque, il y a quelques années, qui l'ont connu vivant. Et j'ai publié son témoignage sur un YouTube avec en fond visuel le diaporama. Donc je vous conseille de regarder toujours sur Calaméo Larigaudy. Il y en a même plusieurs, mais disons le principal, c'est celui de la biographie dont on va parler en ce moment. Alors M. Peytaureau, ça m'émeut toujours, m'avait dit c'est une façon de rentrer dans l'histoire. Ben oui, maintenant il y est. Et ce témoignage a été repris aussi dans les archives départementales, dans les archives de Périgueux. Oui, les archives départementales. Ils ont un fond sonore et il en fait partie. Voilà. Donc, c'est un monsieur que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup respecté. Et je tenais à faire ce témoignage aussi à sa mémoire. Donc, Guy de Larigaudy, pour faire très vite, 1908-1940, à la fois scout, voyageur, auteur pour la jeunesse et ce qu'on appelle aventurier de Dieu, si l'on peut dire, puisqu'il était très chrétien, qui est mort en soldat, né à Paris en 1908. Voilà. Mais en fait, sa famille est de Ribérac, notamment au Géraud. Ils habitaient au Géraud, ce qu'on appelle une chartreuse, qu'on peut toujours voir, même si elle est devenue maintenant, suite au décès de sa sœur, qui n'avait pas les moyens de l'entretenir, mais elle est devenue un hôtel de luxe, disons, britannique, mais qui permet de temps en temps qu'on visite les lieux. Donc, c'est juste avant l'entrée, suivant l'endroit d'où on vient. Si on vient de Ribérac, c'est juste avant l'entrée de Ribérac. La route de Mussidan. Voilà. Non, c'est l'autre, la route du Haut, là, des Moutillous. Ça s'appelle les Géraud, et on arrive au Géraud par une route, ce qu'on appelle l'allée des Ormeaux, et qui est célèbre. Voilà. Alors, Guy de Larigaudy, c'est un jeune tourné vers la vie spirituelle qui entre à 18 ans au séminaire, mais en est sorti 2 ans plus tard parce qu'il a découvert que ce n'était pas sa vocation. D'ailleurs, sa vocation, il l'a cherchée longtemps, puisqu'en 1928, il n'a pas encore trouvé sa voie, il a 20 ans. Il publie quelques articles dans la revue Scout. Alors, le mouvement Scout existait juste depuis 1912, en particulier. Alors, ça, c'est en 1907, je crois, en Angleterre, avec Baden-Powell, qui l'a créé sur une île, et ils n'étaient qu'une vingtaine. Alors, depuis, si vous regardez le succès de ce mouvement, ce sont des centaines de milliers de jeunes actuellement. Donc, c'est un mouvement qui a beaucoup essaimé et qui continue, d'ailleurs.
notamment dans certains pays. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 200 troupes scouts à travers le monde en ce moment qui portent le nom de Guy de Larigaudy. Donc, c'est quand même un phénomène, hein. Et d'ailleurs, on les connaît un peu tous parce qu'on a formé un groupe Facebook, sur Facebook, le groupe des amis de Guy de Larigaudy, que j'invite ceux qui le veulent à rejoindre parce qu'il est international. Ça va du Brésil à Singapour. On est lu partout. Et comme vous savez, sur Facebook, il y a les traductions simultanées, donc enfin en texte. Donc on est compris à peu près par tout le monde lorsqu'on écrit. Alors on écrit beaucoup, on échange. On a retrouvé des documents inédits que certains vieux collectionneurs d'anciens scouts nous ont transmis. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir qu'à Saint-Martin-de-Ribérac, c'est à 2,5 km, c'est pas loin, il y a un petit circuit de 2 km qui va de l'église à ce qu'on appelle le Petit Lourdes, une reproduction de Lourdes dans la falaise, où Guy aimait à se recueillir de temps en temps, parce que tous les jours, il était servant de messe à l'époque. Et vous avez sa tombe au cimetière, qui est juste à côté de l'entrée, qui est facile à trouver. Il est aussi au monument aux morts. Et vous avez un petit musée qui est ouvert de temps en temps, qui permet qui raconte sa biographie et qui donne des objets qu'il a possédés, parce que le jour où les Géraud ont été vendus, il y a eu une vente aux enchères et une association a pu recueillir différents objets. Bon. Donc, si on revient aux origines, c'est une ancienne famille de Saint-Martin-de-Ribérac qui s'appelait Boule-Larigaudy. La particule de Larigaudy a été ajoutée en 1905, mais normalement, c'est une famille d'origine lointaine italienne et qui a été parmi les notables de la ville de Saint-Martin, puisqu'on a les 2 premiers maires de Saint-Martin, lorsque Saint-Martin a pris son indépendance, hein, à partir de 1853. Voilà. Donc, son arbre généalogique nous est connu, parce que du côté de sa mère, c'est une Gladys, alors qu'elle est dans le Lot-et-Garonne, dans un château qui est actuellement un peu en ruine, mais qui est une famille illustre. D'ailleurs, j'ai mis la photo du Meino. Voilà, ça c'est à Saint-Martin-de-Ribérac. Vous pouvez suivre ça directement sur le diaporama qui détaille en 140 diapos. Vous avez toute sa vie en détail. Là, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai donné quelques photos de l'allée d'Ormeaux, celle qui permettait d'arriver dans la résidence des Géraud, sur laquelle il a beaucoup écrit. Son père était assureur à Paris, à l'Urbaine, et il fit la guerre de 14. Donc pendant 5 ans, disons, pendant toute cette guerre, finalement, l'enfance de Guy s'est passée à Saint-Martin, alors que normalement, il habitait Paris. Alors j'ai mis en photo. Alors il y a tout un circuit maintenant à Paris où on peut retrouver les endroits où il est né, et ses lycées. Il a fait deux collèges, enfin un collège et un lycée, rue de Madrid, chez les Jésuites. Et ensuite, on retrouve ses traces au Panthéon, parce qu'il fait partie des poètes et des écrivains victimes de la guerre de 40. Donc, on retrouve une plaque au Panthéon et différents endroits. Alors, ses souvenirs d'enfance, il les a résumés dans plusieurs romans. En particulier, on le voit au château de Chapdeuil. Il en parle dans un chapitre de son dernier livret, on pourrait dire, Étoile le grand large. Ça s'appelle Le chant du vieux pays, et il énumère les châteaux qui ont teinté son enfance et où il a conçu toutes ces histoires de chevalerie. Il y a le château de Tinteillac, pour ceux qui connaissent, c'est pas loin d'ici. Le château de Marouat, qui est actuellement en propriété d'un Américain qui fait des stages pour les gens d'Hollywood. Mais c'est un château absolument merveilleux, remarquable, bien conservé. Vous avez le château de Chapdeuil, alors là où on pense qu'il a écrit L'îlot du grand étang, et le château de Franc, qui est plutôt du côté de Coutras. Bon, alors voilà, et c'est là qu'il a écrit. Alors j'ai mis des photos de famille. Il s'amusait beaucoup, d'ailleurs. Sur l'allée d'Ormeaux, il faisait du 100 à l'heure, hein, sur une mobilette qui, à l'époque, en 1919, il faut voir, c'était une innovation. Mais enfin, il n'y avait pas beaucoup de circulation, il pouvait se le permettre. Il n'y avait pas de limitation non plus.
Donc à Paris, il y a ses études, je donne les traces. Alors, il a des plaques dans les différents endroits où il est passé, donc les lycées. Bon, il s'amusait beaucoup, il adorait les chevaux, je passe sur les détails, hein. Dans le musée, on a récolté ses notes de cours, parce son père voulait absolument qu'il fasse du droit. Mais lui, inutile de vous dire que ça ne l'a pas branché. Bon, il y a une vieille légende qui dit qu'il aurait commencé le scoutisme et avec un certain Henri Grouès, qui est devenu l'abbé Pierre. Mais ça, c'est moins assuré. Ensuite, il passe quelques années au séminaire, mais il tombe malade, parce que le régime est très dur à Issy-les-Moulineaux. Donc on l'envoie en cure, dans les Alpes, à Villard-de-Lans. Et là, il prend le goût du ski. Subitement, il se trouve guéri, alors qu'il était en un état de faiblesse. Et c'est là que commencent ses aventures. Il a écrit son premier livre, La légende du ski, qui est quasiment introuvable aujourd'hui. Il fait son premier service militaire à l'époque, en 1930. On est bien avant la guerre. En 1932, il fait les premiers séjours de scout et il suit les cours de l'Institut catholique où il est aussi sur la plaque des disparus de la guerre de 40. Il fait son départ routier, ce qu'on appelle le départ routier à l'Archamp. Alors il y a un monument avec une plaque qui a été enlevée depuis mais qui existait. Ensuite, ça a été une cérémonie d'ailleurs où j'ai mis les photos en 2004, une cérémonie commémorative avec tous les scouts. Voilà la plaque. Ensuite, c'était un dandy, hein, il aimait bien les costumes, on le voit en photo, au bord de mer. De toute façon, l'aventure le démangeait. Il a écrit ses premiers romans scouts. Alors, à l'époque, il est publié en feuilleton dans les revues scouts. Et petit à petit, c'est devenu un livre à la fin, quoi. Et souvent, il gardait le dernier épisode pour le livre. C'est-à-dire que quand on lisait la revue, on avait tout, mais pas la fin. Et ce sont des livres remarquables, d'ailleurs, qui devraient intéresser plus que des enfants, dont son fameux héros, le plus connu, c'est Hugh. Hugh, enfant préhistorique. Alors, Hugh, ça veut dire Guy en verlan, si vous voulez. C'était son prénom. Et c'est un livre qui ressemble beaucoup au livre de la jungle, dont il s'est sans doute inspiré, avec l'amitié pour les animaux, etc. Bon, ensuite, il fait son premier trajet mondial, son premier tour du monde par le groupe scout et la réunion annuelle, le Jamboree en Australie. Bon, ça lui permet de visiter ensuite, de rencontrer Baden-Powell, de visiter les îles, Tahiti, etc. Il revient chez lui. Alors, à chaque fois qu'il revenait, il a fait beaucoup de voyages, bien sûr, dont 2 tours du monde et son fameux raid. Et chaque fois, il revenait à Saint-Martin pour écrire. Donc, c'est pour ça que cet endroit... Alors, il a réussi à décrocher... Il n'a jamais eu beaucoup d'argent, il faut le dire. Et ses livres se sont vendus aujourd'hui à plus d'1 million d'exemplaires, mais il n'a jamais touché le droit d'auteur de son vivant, quoi. Alors, il a fait un voyage aux États-Unis qu'il a fait financer par les éditions des Clés de Brouwer. Ça s'appelle Par 3 routes américaines en 1934. Donc, vous voyez, c'était un peu après la crise de 1929. Mais lui, ça ne l'intéresse pas trop. C'est les cow-boys, les Indiens. Il a beaucoup fraternisé. On le voit en train de s'exercer au lasso. Il a été à Hollywood aussi, où il a connu une certaine Jean Harlow qui l'a fasciné. Littéralement, c'était avant Marilyn Monroe, bien sûr, mais qui a eu un destin tragique, qui est morte toute jeune. D'ailleurs, il en parle dans Les Tours de Grand Large. Et de San Francisco, il a l'idée de revenir à Tahiti. Et il y a passé 3 mois. Et là, il a fait des découvertes. Bon, je passe sur ses conquêtes féminines. Il a découvert les lépreux. Ça lui a donné des idées pour la suite. Il voulait se réfugier dans un monastère qui s'occupait des lépreux au Vietnam, mais il n'a jamais pu puisqu'il est décédé. Donc, retour par la Californie, le Grand Nord. Alors, on voit aussi dans les diapos, on voit sa sœur qui est là, qui attend. On voit des photos qui nous ont été communiquées par d'anciens scouts. On le voit en photo, je crois ici, avec des groupes de scouts à l'époque. Bon, alors, mais c'est la crise, il n'arrive plus à vendre de livres parce qu'après, en 31, 32, déjà en France, c'était les résidus de 1929. Le Front populaire, et là lui vient cette idée saugrenue de faire un raid Paris-Saïgon en 1937 avec un ami à lui, Roger Drapier, et ils vont faire ce raid après quelques mois de préparation,
C'était un peu un souvenir de la croisière jaune qui datait déjà, c'est Citroën qui l'avait organisée, qui datait de 1930. Et là, on est en 1937. Donc, mais là, son originalité, personne n'a voulu le soutenir, sauf le Figaro, mais en disant qu'il n'y arriverait jamais parce qu'il n'y a pas de route. Et puis, ils étaient qu'à deux sur une vieille voiture, une vieille Ford, hein, qui était d'occasion. Enfin, ils sont partis quand même. C'était un fou. D'ailleurs, le principe des routiers, c'est de dire si la route te manque, ah bah, tu fais-la toi-même. Et c'est ce qu'il a fait. Enfin, ils l'ont fait à deux. Et ça a été vraiment une aventure exceptionnelle. D'ailleurs, bon, je passe sur les détails, mais ils sont là aussi détaillés dans les différentes étapes, les passages de pont, il y a eu tellement de rivières à traverser sans pont qu'il a dû se faire porter par des barques, les passages au bord du précipice suspendus à des cordes, etc. Enfin, il a fini par arriver à Saïgon au bout de 7 mois. Et ça a été le grand succès de sa vie. Et il est devenu, enfin ils sont, puisqu'ils étaient deux, ils ont même rencontré d'ailleurs à l'époque Bao Dai, l'empereur qui n'a jamais exercé de pouvoir, mais c'était un peu avant la guerre de 40. On voit ça. Et il a donné sa voiture, qui est cette Ford, qu'il appelait la Jeannette, il l'a donnée aux scouts locaux, dont il a reçu un hommage sensible. Après, ben, il a connu le succès, les conférences, il est retourné à Paris en triomphe. J'ai aussi le seul enregistrement de 1938 où on l'écoute raconter en 30 secondes son voyage et son expérience, la résumer en quelques mots pour les journalistes. C'est très émouvant d'écouter sa voix. En 1939, ben, il a de nouveau, bon, c'est là qu'il écrit Étoile le grand large. Mais en fait, Étoile, il n'écrit pas vraiment, c'est un résumé d'impressions. Ce sont des petites phrases qui sont d'ailleurs remarquables à lire pour tout le monde. C'est un petit livre qui se lit en 2 heures. Hein. Il fait 70 pages maximum, un livre de poche, et il est encore diffusé. Bon, je passe sur... Bon, il est revenu au Géraud pour ça, puis voilà qu'on l'appelle à l'armée. Je vais très vite pour... Il avait envisagé des opérations, et puis finalement, il s'ennuyait parce qu'il était autour de Paris en train de faire le foyer du soldat. Bon, c'était pas trop sa tasse de thé. Lui, il a voulu aller au front. Il a été volontaire pour le 25e GRCA, groupe de reconnaissance de cavalerie armée. Et le 10 mai, c'était le jour où, vous savez, on sortait de la drôle de guerre. Pendant 6 mois, les gens étaient stationnés, puis ils s'ennuyaient au front ou ailleurs. Là, c'est autour de la ligne Maginot. Et il s'est retrouvé parmi les éclaireurs, parmi les 5 premiers tués, parce que les Allemands arrivaient par surprise. Enfin, ils sont surtout arrivés à faire la percée à Sedan. Mais lui, il était à Musson, à côté du Luxembourg, hein, à côté de Longwy aussi. Et il fait partie des 5 premiers tués. Et bon, les Allemands nous ont renvoyé ses papiers, parce qu'à l'époque, il faisait encore honneur aux combattants. Et on a trouvé une lettre à une carmélite où il expliquait que peut-être n'en reviendrai-je pas. Il avait pressenti que c'était sa dernière aventure. Et comme il dit, le sacrifice de ma vie n'est peut-être pas un sacrifice, tant mon désir du ciel et la possession de Dieu est vaste. Donc pour lui, c'était une sorte d'accomplissement. Voilà, et pourtant son planning était prévu. Il avait prévu de faire le tour du monde en avion, en petit avion. Mais il se trouve avant de partir à la guerre, son collègue qui devait faire son alter ego s'est tué en avion. Donc il n'a pas pu le faire. Et il avait aussi le projet donc d'aller au Vietnam, de revenir au Vietnam, servir les lépreux pendant 6 mois. Voilà, alors ces cendres ont été rapatriées en 1949 à Saint-Martin-de-Ribérac, c'est une cérémonie très émouvante. Et dans l'église, il y a une plaque, l'église de Saint-Martin, qui fait partie, donc, comme je disais, du circuit des églises à coupole. Et une magnifique plaque, il a eu de tous les honneurs. Et depuis...